Le docteur Bouglé-Adrien de Paris, La Pitié. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors, bon, je préviens tout de suite, moi, je vais être un peu moins performant pour être qualité de vie que l'oratrice précédente. Je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de qualité de vie après l'ECMO ? D'abord, on voit bien qu'avec tout ce développement de cette thématique du syndrome post-réanimation, on s'intéresse aujourd'hui, quand on est médecin de soins critiques, à ce qui se passe chez nos patients après. C'est important, ça a été souligné par Margaret Herridge et Elie Azoulay dans un article, dans une revue, elle a publié dans le New England très récemment, que je vous invite à lire. C'est important de s'intéresser à ça, puisque fondamentalement, on en a besoin pour pouvoir être honnête vis-à-vis des patients qu'on prend en charge, vis-à-vis de leurs proches, mais aussi potentiellement de se poser des questions. Quand on se pose des questions sur le devenir des patients, c'est aussi bien sûr une histoire de santé publique et de financement. Il y a une augmentation majeure du recours à l'ECMO et notamment de recours à l'ECMO véno-artérielle, comme c'est illustré ici. C'est une étude de 2016 sur les ECMO allemandes, mais la courbe a continué à augmenter. On voit que les indications se développent, donc on pose de plus en plus d'ECMO. Ça coûte cher. Alors, il y avait un abstract là juste avant pour Rennes, mais il y a des études en Finlande. Une étude en qu'un patient sous ECMO, c'est 240 000 euros. Aux Pays-Bas, c'est 200 000 euros. Donc, on est quand même en droit de se poser la question de la pertinence de mettre en place une telle assistance, à la fois pour un patient donné, est-ce que vraiment on va lui rendre service, et puis aussi parfois en termes de santé publique. Alors, en fait, ce topo, il va aller très vite. Vous allez voir, il y a quelques études. Quelle est la qualité de vie après une ECMO ? Il y a des petites études, des petits collectifs, c'est rétrospectif avec beaucoup de biais. Ça, c'est une étude slovaque. 118 patients, il y en a 32 qui survivent. La qualité de vie, c'est l'échelle EQ5D. Et finalement, elle n'est pas fondamentalement plus basse qu'un patient de la population générale. Donc, on est très content. Les 30 patients qui ont survécu auraient une qualité de vie, en tout cas un score de qualité de vie qui n'est pas très différent de celui de la population générale. On retrouve un peu le même design d'études sur cette étude finlandaise. C'est à nouveau monocentrique, c'est pas beaucoup de patients, une survie qui est un peu plus élevée et des scores de qualité de vie, c'est le SF36 et l'EQ5D. Alors, en jaune, c'est la population générale. Là, par exemple, en orange, c'est les patients qui ont survécu à l'ECMO. Et on voit que finalement, sans rentrer dans le détail, mais la qualité de vie, elle est très préservée. Et même pour certaines variables, elle est supérieure à celle de la population générale. Donc, je suis quand même un peu dubitatif qu'un an après avoir passé 3 semaines en réanimation sous ECMO véno-artérielle, on ait une qualité de vie supérieure à celle de quelqu'un qui n'a pas été en réanimation. J'ai quand même du mal à le croire. Et puis pour terminer, cette étude allemande, une survie de 45%, vous voyez bien sûr une grosse mortalité au tout début, c'est l'EQ5D, et une qualité de vie qui est discrètement réduite par rapport à celle de la population générale. Voilà. Alors en fait, on ne va pas s'arrêter là, parce que vous voyez bien que ces données, ça ne correspond pas, je trouve, à ce qu'on peut pressentir de chez nos patients. Probablement qu'on ne prend pas en compte toutes les composantes de ce que peut être cette qualité de vie. Accessoirement, on est très heureux dans cette étude. La qualité de vie, elle est un peu réduite, mais finalement, c'est pas si mal. Bon, il y a un patient sur 3 qui va retourner au travail. Dans les survivants, donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de patients qui sont morts, et dans les survivants, finalement, il y en a 2 sur 3 qui ne reprend pas une activité professionnelle, donc qui ne reprend pas finalement une vie normale. En tout cas, je ne sais pas si le travail, c'est une vie normale, en tout cas, il ne reprend pas sa vie d'avant. Et donc, on peut se poser des questions quand même sur le devenir de ces patients et sur qu'est-ce que veut dire la qualité de vie. Finalement, quelles sont les méthodes pour évaluer cette qualité de vie à distance ? Qualité de vie, c'est plusieurs domaines, des domaines de santé physique, psychologique, sociale. C'est différent pour chacun d'entre nous. Je pense qu'on n'a pas tous la même vision de la qualité de vie en fonction de notre âge, de notre sexe, de notre culture, de notre histoire personnelle. Et l'OMS nous dit, la qualité de vie, bien sûr que c'est pas être malade, il ne faut pas être malade, il ne faut pas être infirme, mais c'est un bien-être qui est physique, mental et aussi social. Et probablement qu'après ces jours longs de réanimation, eh bien, ces dimensions mentales mais aussi sociales sont très altérées. On l'a vu, à peine un patient sur 3 va retourner au travail. Donc il y a beaucoup d'échelles. Et ces échelles ne prennent pas forcément en compte ce syndrome post-réanimation dont on a parlé juste avant. Le syndrome post-réanimation, c'est des séquelles cognitives, du syndrome de stress post-traumatique, une vie quotidienne qui peut être extrêmement perturbée pour les patients, mais c'est aussi d'autres séquelles, des séquelles immunologiques avec de l'immunosuppression, probablement plus de
d'infections associées aux soins et même au décours de la réanimation. Ça peut être des séquelles pulmonaires, des séquelles rénales, l'insuffisance rénale aiguë dialysée en réanimation. Il y a une augmentation très importante de l'insuffisance rénale chronique sur le long terme. Et là aussi, on peut se poser la question de la qualité de vie lorsqu'on n'a pas retrouvé une fonction rénale normale. Et puis, bien sûr, il y a les séquelles neuromusculaires, la neuromyopathie de réanimation notamment. Et donc, il faut probablement prendre en compte toutes ces composantes pour parler de qualité de vie après un séjour prolongé en réanimation et notamment après une ECMO véno-artérielle. Parce que finalement, un patient sous ECMO, l'ECMO, c'est une technique, c'est une machine comme une autre, comme une technique d'épuration extra-rénale ou comme un respirateur. En fait, un patient sous ECMO véno-artérielle, c'est avant tout un patient qui est extrêmement grave. La mortalité, elle est de plus de 50%, alors en fonction de l'étiologie, mais c'est avant tout un patient de réanimation comme un autre qui est très grave, et qui, en plus de sa gravité initiale, va présenter des complications sous ECMO, dont certaines sont dues à la machine, et le pronostic, vous le savez comment, il est très sombre. C'est des séjours en réanimation qui sont longs, et donc on peut se poser la question des séquelles à long terme d'un patient ayant été assisté par une ECMO. On est à l'Arcotova, donc on parle notamment d'ECMO post-cardiotomie. Donc on sait que la survie, elle est faible à distance, c'est moins de 30% pour l'ECMO VA post-cardiotomie, moins de 30% de survie ou 30-40% de survie à 1 an, de nombreuses complications. Et cette survie, elle est différente en fonction de l'indication. Vous savez comment, ça c'est l'étude de la Pitié là, de 2023, c'est plus de 1000 patients. Oui, et c'est la survie à 5 ans en fonction de l'indication de l'ECMO. Et vous voyez que la survie, elle est très différente en fonction des différentes étiologies. C'est plutôt bon pour la dysfonction primaire du greffon ou pour des cardiotropes, et puis c'est très mauvais, par exemple pour l'infarctus du myocarde ou pour l'ECMO VA post-cardiotomie. 16% de complications neurologiques, là aussi probablement ça a un impact sur le devenir des patients. La survie à long terme, là il y a peu de données, en revanche, il y a cette étude qui avait été publiée en 2021, c'est 27% de survie à 5 ans. Donc c'est quand même un pronostic qui est extrêmement sombre. Et pour autant, quand on regarde les recommandations du choc cardiogénique de nos amis cardiologues, il y a beaucoup de choses sur les coronaires, les médicaments, mais finalement rien du tout sur la prise en charge à long terme du choc cardiogénique. Et le patient sous ECMO véno-artérielle, c'est avant tout un patient qui a présenté un choc cardiogénique réfractaire et qui a dû être assisté. Est-ce qu'il est pertinent de mettre en place une ECMO chez tel ou tel patient? Là, on a peu d'études prospectives, en tout cas dans l'ECMO véno-artérielle, et peu d'études, encore moins d'études qui évalueraient la qualité de vie de manière prospective. Ce qu'on peut savoir quand même, c'est que la survie à long terme d'un choc cardiogénique, sans parler d'ECMO, elle est aussi très mauvaise. Ça, c'était l'étude choc, c'est une des données du JAMA de 2006. La survie à 6 ans, c'est 30%. L'étude Gusto, c'est 28% de survie à 11 ans. Donc le choc cardiogénique demeure une pathologie grave, et c'est vrai que les patients sous ECMO VA ont un pronostic sombre, mais on voit que les patients sans ECMO véno-artérielle en choc cardiogénique ont également un pronostic très sombre. Donc c'est une pathologie qui est grave à court et à long terme. Il y a peu de données à long terme sur la qualité de vie après un choc cardiogénique traité médicalement. On sait qu'il y a une mortalité très élevée en cas de recours à l'ECMO, pendant l'assistance, mais aussi après le sevrage. La méta-analyse que je vous ai montrée sur l'ECMO VA post-cardiotomie, c'est globalement 60% des patients vont être sevrés de l'ECMO, et il y en a encore la moitié qui va mourir après. Donc il y a certains patients qui meurent de l'ECMO ou qui meurent de leur pathologie, mais beaucoup vont mourir ou vont avoir des séquelles liées au séjour en réanimation. Ces séquelles de l'ECMO, c'est par exemple des complications neurologiques. Il y a pas mal de données rétrospectives. Ça, c'est une étude de la réanimation médicale de la Pitié. C'est à peu près 900 patients. 7% de patients vont présenter une complication neurologique au cours de leur séjour, des AVC hémorragiques. Ces patients-là vont beaucoup mourir. Donc finalement, pour ce qui est du topo d'aujourd'hui, ces patients nous intéressent assez peu. Mais vous voyez que l'AVC ischémique, il n'est pas associé avec la mortalité. Donc ça veut dire que les patients vont présenter des AVC ischémiques, ils ne vont pas mourir, ils vont être sevrés de la machine, ils vont sortir. Et là, on peut se poser la question de la qualité de vie à distance quand on est hémiplégique. De la même manière, l'insuffisance rénale, moi, je pense que ça impacte de manière très importante la qualité de vie à distance. C'est une étude de Bichat, je crois. 90% des patients sous ECMO vont présenter une insuffisance rénale, Cadigo 1, 2 ou 3. Okay, 50% sont dialysés. Et quand on regarde l'évolution de la fonction rénale à long terme, c'est ici, vous voyez, chronique kidney disease à 1 an, en noir, c'est tous les patients qui sont morts, donc la question ne se pose pas trop. Mais vous voyez qu'en fait, très peu ont récupéré une fonction rénale normale. Donc là aussi, c'est peut-être pas mesuré dans ces scores de qualité de vie,
mais je pense que ça a un impact fondamental sur le devenir de nos patients. Les complications vasculaires également. Lorsqu'on a une aponévrotomie de décharge en réanimation, on peut douter de la qualité de récupération et du bonheur de vivre ensuite au décours de la réanimation. Et puis enfin, bien sûr, la neuromyopathie de réanimation qui a un impact fort sur le devenir de nos patients. C'est très fréquent, la neuromyopathie de réanimation, c'est plus de 50% des patients ventilés de plus de 7 jours. Et on sait que plus cette neuromyopathie de réanimation est importante, plus elle aura un impact élevé sur la mortalité et la morbidité à court et à long terme. Il n'y a pas tellement de façon de s'en prémunir de cette neuromyopathie de réanimation. On a beaucoup essayé de mobiliser les patients. C'est une étude du Lancet de 2009. Là, c'est l'étude de l'ANZIX publiée dans le New England en fin d'année dernière. Et vous voyez que pour ce qui est de l'étude du New England, c'est plutôt décevant quand on se donne beaucoup de mal pour mobiliser précocement les patients de réanimation. Là, on ne parle pas d'ECMO, mais pour mobiliser précocement les patients de réanimation, eh bien, on ne gagne pas beaucoup, en tout cas en termes d'autonomie et de mortalité. Est-ce qu'on peut mobiliser un patient sous ECMO? On se rend bien compte que ce n'est pas évident. Alors, il y a cet article-là qui a été publié en 2018, qui est une étude rétrospective sur à peu près 200 patients. Et ils arrivent quand même, c'est possible, hein, ils arrivent à faire de la déambulation chez 15% de leurs patients, même avec des ECMO fémoro-fémorales. Et dans cette étude, sans rentrer trop dans les détails, mais ils ne rapportaient pas en tout cas de complications majeures. Alors je ne sais pas si mobiliser précocement les patients en réanimation est bénéfique, peut-être pas chez tous les patients, mais en tout cas sous ECMO véno-artériel, ça semble possible. Donc on voit que le choc cardiogénique, c'est une pathologie qui est grave, qu'elle soit assistée ou non d'une ECMO. C'est une mortalité qui est extrêmement élevée, notamment chez les patients âgés. Il y a des séquelles prolongées. Donc finalement, il faut peut-être se poser la question de sélectionner, enfin on aimerait pouvoir sélectionner les patients qui vont bénéficier réellement de cette assistance. Il y a des scores qui ont été développés, peut-être vous les connaissez, le score SAVE, le score Encourage. Finalement, ces scores, ils ne sont pas très adaptés à la prise en charge individuelle d'un patient. Ils sont d'abord d'une qualité méthodologique inégale, ils sont rarement validés sur des cohortes externes, c'est des populations hétérogènes, et je doute que beaucoup d'entre vous se calculent le score SAVE ou le score Encourage, je ne sais quel autre score, avant d'implanter une ECMO à 2 h du matin. Donc finalement, c'est peut-être pas très utile, et peut-être que l'intelligence artificielle, dans les années qui viennent, pourra nous aider à savoir si, pour un patient donné, il y a un bénéfice. C'est ce qu'on avait fait dans une étude avec du machine learning, sans rentrer dans les détails, mais on arrivait dans une population de patients de post-cardiotomie à démontrer qui allait avoir besoin d'une ECMO et qui potentiellement allait pouvoir en bénéficier. Et puis, pour finir, on s'intéresse à la qualité de vie des patients, mais je pense que c'est intéressant aussi de s'intéresser à la qualité de vie des proches. Moi, je me pose la question de ce que comprennent les familles d'un patient sous ECMO véno-artériel. Déjà, nos internes ne comprennent pas toujours très bien ce qui se passe. Les familles ont parfois du mal à comprendre les tenants et les aboutissants d'un patient de réanimation avec l'incertitude liée au pronostic. Toutes les machines, les scopes, l'ECMO, c'est extrêmement violent, je pense, pour un proche, de voir ces canules, le sang qui passe. Je pense que c'est probablement très traumatisant. Ça n'a pas du tout été évalué, l'impact de l'ECMO véno-artériel chez les proches. Et pour autant, on sait que il y a des symptômes dépressifs chez les proches après un séjour en réanimation, et je ne parle pas d'ECMO, hein, mais ça c'est une étude publiée dans le New England en 2016, des patients ventilés de plus de 7 jours, à 1 an, pratiquement un proche sur 2 a des symptômes dépressifs. Et donc probablement que si on s'intéresse à la qualité de vie au décours de la réanimation et d'une ECMO véno-artérielle, il faut impliquer les proches et réfléchir sur la qualité de vie des proches. Donc pour conclure, on augmente nos indications d'ECMO, il y a de plus en plus d'ECMO véno-artérielles qui sont posées, c'est très à la mode, tout le monde est très excité quand il y a un patient sous ECMO, mais finalement on a peu d'outils pour prédire le bénéfice d'une assistance chez un patient donné. Il y a une mortalité et une morbidité qui restent extrêmement élevées, une mortalité qui est précoce, importante, qui est probablement en fonction de la gravité initiale de la pathologie, mais une mortalité retardée qui est celle finalement d'un patient lourd de réanimation avec des complications neurologiques, des complications infectieuses, des complications rénales, et probablement qu'on a besoin d'outils pour mesurer cette qualité de vie chez le patient et chez les proches. Je vous remercie. Merci Adrien pour cet exposé. Y a-t-il des questions dans la salle ? Des personnes? Okay. Je veux juste rebondir parce qu'effectivement je l'ai vu et c'est la famille, je pense qu'on l'oublie, on est trop centré sur le patient et je pense que c'est important.
C'est vrai qu'on a vu revenir, des fois ils disent que c'est la famille qui est en souffrance, non? Moi, je me demandais pourquoi vous posez cette question-là, du fait que les familles seraient plus impactées par... Pourquoi les familles seraient plus impactées par l'ECMO en tant que tel? Est-ce que vous, de par votre expérience, vous avez remarqué que les familles pouvaient être... qu'il y ait une spécificité du vécu par rapport à une autre situation? Je pense que les familles, en tout cas, ne mesurent pas toujours la gravité associée avec l'ECMO. Enfin, j'aurais du mal à répondre à votre question. C'est un peu ambivalent. Parce qu'on extube beaucoup plus qu'avant les patients sous ECMO. Donc on a parfois des patients qui sont extubés, qui peuvent parler, mais qui en fait sont complètement dépendants de l'ECMO, et donc chez qui on n'a parfois même pas beaucoup de choses à proposer. Et donc c'est quand même extrêmement difficile à comprendre que ce sont des patients qui potentiellement sont des morts en sursis, qu'on maintient en vie avec l'ECMO, mais ça se voit pas trop. Et inversement, les patients graves, notamment à la phase initiale, je pense que c'est quand même extrêmement traumatisant, l'ECMO pour une famille. Enfin, on est très habitué à tout ça, mais un patient de réanimation ventilé avec le scope, et donc ces canules, le sang qui circule dans la machine devant, qui a pris 10 kilos, je pense que c'est extrêmement traumatisant pour les patients. Ah oui, pour les proches, pardon. Sophie? De choses qui n'ont rien de scientifique, mais on avait fait venir à Bichat, et elle circule aussi dans d'autres hôpitaux, une jeune femme qui a eu une ECMO-VA, qui n'a jamais été endormie. Elle a été sédatée, qui a été assistée pendant plusieurs jours. Et pour répondre en partie à vos questions, elle disait, alors elle raconte son vécu, elle raconte ce que c'est qu'avoir une ECMO éveillée. Déjà la sensation horrible, et sa vie pendant plusieurs jours, c'est ce qu'elle raconte, est suspendue au regard des médecins et au regard de sa famille qui ont été informés du pronostic. Et ça a un impact terrible sur elle, parce qu'elle dit, il y a des médecins, ils ne me regardaient pas dans les yeux, et je savais que c'était une condamnation anticipée, et ma famille, c'était pareil, je voyais la mort dans leurs yeux, quoi. Donc ça a un impact, et ce qu'elle montrait très bien, c'était l'impact qu'avait sur elle cette angoisse ressentie par les médecins avant l'implantation, au moment de l'implantation, le stress lumineux, les gens qui parlent fort, qui disent n'importe quoi, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Elle a écrit un bouquin d'ailleurs qui est assez intéressant, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et c'est vrai qu'elle fait un peu la tournée des services qui implantent des ECMO, et son témoignage, tu le prends un peu dans la gueule, parce que quand elle te dit oui, le médecin qui ne voulait pas me regarder et qui ne croisait jamais mon regard, je savais que celui-là, il pensait que je m'en sortirais pas. Derrière, oui, derrière et après à toi, Oussam. Vas-y. Bonjour. Est-ce que sur l'étude qui est en cours que vous faites à Dijon, donc c'est une question pour vous tous, je pense, est-ce que dans les consultations post-réa sont invités, ou est-ce que c'est clairement, ou est-ce qu'on leur demande avec insistance, est-ce qu'on demande aux familles, aux accompagnants de venir aux consultations post-réa des patients, puisque vous avez bien montré que dans les études, on voit qu'il y a un traumatisme chez les accompagnants, qui a des symptômes dépressifs, et que leur stress engendre des conséquences psychosomatiques chez les patients. Donc est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Et autre question, est-ce que vous faites une consultation ou plusieurs consultations dans votre étude? Jusqu'à quand? Et est-ce qu'il y a un réseau pour orienter les accompagnants et les patients en fonction des conséquences? Je vais laisser peut-être Alexandra répondre. Dans l'étude, il y a une consultation. Alors, on a pareil une question de territorialité un peu élevée, donc ils viennent accompagner souvent avec les familles. Mais on va demander à Alexandra qui les voit plus que moi. Je ne vais pas mentir. Oui, effectivement, on reçoit les familles, le patient et sa famille, si le proche est là et qu'il le souhaite. La consultation est également ouverte pour le proche. Donc c'est des consultations à la fois avec le patient et le proche. C'est des types de consultations un petit peu différentes, effectivement, mais c'est parfois important parce que le proche peut se sentir mis à l'écart, et il a besoin aussi d'entendre les informations parce que
Parce que et le proche et le patient, à la suite, se retrouvent à domicile. Et pendant la réanimation, ils vivent souvent deux événements différents, sous un angle différent. Et il y a une espèce de séparation qui se fait au niveau des vécus. Et cette consultation post-réa peut permettre de rejoindre les deux, en quelque sorte. On peut les aider à se retrouver, à retrouver un événement commun. Et ça, c'est très important au niveau de la souffrance des patients, des proches. Il y a beaucoup d'études, vraiment, il y a beaucoup d'études. Tout à l'heure, vous avez cité Elie Azoulay. Alors forcément, les études famille réa. Voilà, je peux que vous inviter à lire l'ensemble des travaux d'Azoulay, de Nancy Kentish-Barnes sur le suivi des familles après des séjours en réanimation. Il y a une ligne téléphonique aussi qui a été mise en avant pour les proches. Et il y a pas mal d'études qui ont montré que l'accompagnement des proches, ne serait-ce qu'un appel téléphonique, avait un vrai impact sur leur reconstruction post-réa. Je parle des familles. Il y a les proches, il y a un coût sociétal qui est fort parce que c'est des gens en fait qui vont devenir aidants, qui vont être des helpers, qui vont aider leurs proches, certains ne reprendront pas le travail. Et puis eux-mêmes vont développer des symptômes de burn-out ou de PTSD. Et donc vont être aussi, pour la société, donc en fait il y a intérêt à investir dans le PICS et dans le suivi post-réa, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les moyens, nous on fait notre truc à moyens constants, ça fait rigoler tout le monde, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais en fait les conséquences sociétales, elles sont très fortes s'il fallait que les institutions ou les payeurs se rendent compte de ça. Ça va coûter très cher derrière, parce qu'il y aura des soins de psychiatrie, il y aura des consommations antidépresseurs, il y aura des arrêts maladie de nos patients, bien sûr, mais aussi de leurs proches et des aidants. Donc c'est quand même quelque chose qui doit être très investi. À mon avis, sociétalement, c'est un point hyper important. Et je voulais juste, ça m'a fait rigoler de la population contrôle, là, parce que c'est un peu moins élevé, où nos patients, les patients semblaient mieux que la population contrôle. Et c'est vrai que la population générale contrôle, pour avoir fait une étude sur la qualité de vie en 2013, ma population contrôle, c'était le SF36, qui avait été validé par Le Plège en 98, je crois, il y a un bouquin qui a été publié à ce moment-là, et c'était la population générale de 98. Et après, on a voulu en refaire une autre. J'ai lu quelque part, c'était des chercheurs de santé publique de Nancy qui avaient utilisé une population générale chez laquelle le SF36 avait été donné, un peu plus récente. Impossible de mettre la main sur cette cohorte. J'avais contacté, c'était un de mes anciens profs, la fac, vous ne me connaissez pas, mais j'avais contacté. Il était dans les auteurs, mais il ne savait pas non plus où est-ce qu'on avait chopé cette cohorte. Donc on la trouve dans les publications. C'est un institut de statistiques officiel qui l'a utilisé. Impossible, j'ai envoyé des mails, impossible de l'avoir. Donc, à mon sens, si vous voulez comparer avec la population générale, vous n'avez qu'une population de 98 dans le bouquin de Le Plège. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres expériences, mais c'est un peu inquiétant quand vous voulez faire de la recherche sur le sujet. Donc, il ne vous reste plus qu'à comparer votre patient par rapport à son état antérieur. Et pour les patients de réanimation, c'est extrêmement difficile parce que très difficile de comparer leur état antérieur, de l'estimer. Il y a des biais, des recall biais. On demande à la famille, mais ils ont tendance à sous-estimer. Donc c'est une recherche complexe en fait. D'autres questions? Si, Olivier. Et donc on peut même des fois se poser la question sur la charge de soins qu'on va imposer à un patient qui est au départ dépressif, qui a une véritable maladie, ça devrait presque rentrer dans notre ligne de jugement et ne pas regarder que le côté somatique des patients presque. Parce qu'on s'aperçoit que derrière on fait des patients qui sont probablement en bout de course au niveau psychologique. C'est sûr, mais si tu peux assurer un suivi derrière optimal, tu peux penser que tu peux les améliorer. Te limiter juste sur ce critère-là, ça peut être un peu rude. Ça doit être un élément de réflexion, en fait. Ouais, je vous jure que je pense que ça peut être important. Oui, mais aussi on peut penser qu'il a des symptômes dépressifs à cause de sa maladie. On avait participé, il y avait un travail fait par les Lyonnais qui s'appelait Fragiréa, c'était la qualité de vie chez le patient âgé en réa.
Je ne sais pas s'ils l'ont publié, je crois qu'ils l'ont utilisé pour faire du Covid, mais bon. Et ce qu'il en ressortait, c'est que finalement, nous, par exemple, la réa cardiovasculaire, il y avait des niveaux plus élevés dans le temps, parce qu'en fait, ils traitaient la pathologie sous-jacente. Les réa plutôt neuro, c'était une catastrophe. Et donc, je pense que c'est ce que tu as souligné. Le problématique, c'est qu'on parle de réa, mais il faut parler de l'étiologie, le type de patient, son environnement. Un mec jeune qui fait une pneumopathie à choc septique, bon, c'est pas pareil qu'un gros insuffisant cardiaque qui traîne son passif, son insuffisance rénale. Dernière question, ça va, parce qu'après il y a un troisième. Ah oui, après on va être en retard. C'était pour avoir un peu rejoindre les autres réflexions. Enfin, je trouve ça un peu dur, en fait, la qualité de vie. Enfin, on a l'impression que ça renvoie à plein de choses que tu as évoquées, que ce soit, par exemple, le ressenti de la douleur, le ressenti du sommeil. Est-ce qu'il y a un état psychique pré-admission qui est particulier? Et en fait, j'ai l'impression, finalement, parce que quand on veut essayer d'agir, je dis, bon, sur quoi je peux agir pour améliorer un peu la qualité de vie? Quand on reprend tous les items, finalement, c'est presque une remise en question de comment est notre qualité de soins en réanimation. Parce que c'est presque ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire, si on a pris en compte à peu près tous les signes d'inconfort du malade, que ce soit le sommeil, est-ce qu'à un moment on a négligé le fait, par exemple, un patient qui a eu soif, par exemple, pendant 2 heures, on a l'impression que ça peut être vraiment mal vécu et altérer la suite. Ce que je veux juste dire, c'est que je trouve que le sujet est quand même très très dur à appréhender et que pour bien faire, j'ai l'impression que c'est des items à l'infini ou qu'on n'arrivera peut-être pas à bien cocher. Enfin. Ouais, peut-être pour conclure, j'étais hier aux premières assises du muscle qui étaient organisées par le Téléthon, l'Institut de myologie, etc. Et donc, il parlait beaucoup de myopathie congénitale, Steiner, Duchenne, tout ce qu'on veut, pas tout notre quotidien. Et puis, on parlait un peu de neuromyopathie de réanimation. Et finalement, les méthodes pour prévenir la neuromyopathie de réanimation, c'est probablement, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est comment prévenir ce syndrome post-réanimation et ses séquelles. Je pense que c'est en faisant de la bonne médecine toute simple, quoi. Finalement, c'est donner les bons antibiotiques au bon moment, pas trop remplir les patients, les réveiller, être très attentif et probablement on n'est pas toujours assez à la douleur en réanimation, mais aussi à la qualité du sommeil en réa, aux proches. En fait, c'est des choses prises individuellement qui sont toutes très simples, mais faire tout bien, tout le temps, 24 heures sur 24, c'est extrêmement compliqué. On va devoir avancer sur l'orateur suivant. Merci Adrien.